Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous joindre à nous à cette deuxième midi conférence en sécurité alimentaire organisée par le chantier d'avenir en sécurité alimentaire de l'Université Laval. Notre conférencière du jour, c'est Andriane Sabourin, qui est une de nos diplômées. Elle a diplômé en décembre. Et puis, félicitations, Andriane. Elle a été inscrite au tableau d'honneur. Et puis actuellement, elle est coordonnatrice du projet AgroLab Petite Nation, donc l'initiative euh, qu'on aura la chance d'entendre aujourd'hui. Madame Sabourin travaille en mobilisation et en animation de groupes depuis plus de 20 ans. Elle s'intéresse à tout ce qui concerne le développement du système agroalimentaire solidaire, durable, comme moyen de prendre soin du territoire et des gens qui l'habitent. Elle a animé des cuisines et des jardins collectifs, enseigné l'horticulture et se consacre maintenant au développement de sa communauté rurale, la MRC de Papineau, en Outaouais, depuis 2018. Elle a élaboré et coordonne le projet de l'AgroLab Petite Nation, un laboratoire vivant pour développer un système agroalimentaire durable. Alors, on aura donc en gros 60 minutes pour cette session. Une trentaine de minutes pour la présentation que Andriane va faire et on aura un temps d'échange, 30 minutes pour des questions, des commentaires, des suggestions. Alors, Andriane, tu es prête? Oui. Je te laisse aller. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse de vous parler aujourd'hui. Euh, Élie et moi, on a discuté. Je vais vous présenter en premier un petit vidéo qui a été fait sur le projet de l'AgroLab Petite Nation. Puis ensuite, je vais vous présenter brièvement le projet, puis on aura probablement à peu près une trentaine de minutes pour échanger ensuite. Si vous avez des questions, des commentaires, ça me fera plaisir. Alors, en espérant que ça marche, mais on a fait des tests, donc ça devrait marcher. Je vais faire ça. S'assurer que le son devrait fonctionner. L'accès à une alimentation qui est saine, qui est locale, ça doit faire partie des priorités à tous les niveaux politiques. Et on le fait au niveau municipal en ce moment. On est déjà bien parti dans la région. Je pense qu'au Québec, plus qu'on va travailler ensemble, plus qu'on va collaborer ensemble, plus loin on va être capable d'aller. Puis c'est vraiment le rôle de la MRC, c'est de rassembler les gens, peu importe de quel milieu ils viennent, de travailler ensemble, d'avoir une vision, parce que les gens, ils ne sont pas en compétition. Ils deviennent des partenaires pour emmener leur entreprise un peu plus loin. Le projet de démarche nourricière de la MRC Papineau, ça commence il y a près d'une dizaine d'années. AgroLab Petite Nation est porté par la MRC de Papineau qui vraiment réunit la communauté. La mission de l'AgroLab, c'est premièrement de soutenir un écosystème de co-création de projets nourriciers, de projets qui améliorent la durabilité de notre système agroalimentaire et d'autre part, de financer ces projets-là pour les documenter et apprendre. C'est vraiment une mission d'innovation. Et on se donne la possibilité d'essayer, la possibilité de faire des tests. La plateforme en agroforesterie en Petite Nation, c'est un incubateur puis un accélérateur d'entreprises. Donc, on invite des agriculteurs à venir démarrer leurs projets agricoles, puis on va aussi aider les entrepreneurs là, qui sont déjà établis sur le territoire à adopter plus de pratiques agroforestières, donc avec des formations, des ateliers, des projets de recherche, par exemple.
Papineau, on a un territoire très forestier, puis aussi beaucoup d'agriculture. C'est vraiment intéressant de combiner les deux, puis d'aller chercher le maximum de bénéfices des arbres et des cultures ensemble. C'est vraiment l'AgroLab qui nous a mis en contact au départ avec certains chercheurs avec qui on collabore maintenant régulièrement. Le projet de panier solidaire, c'est un projet qu'on a lancé et l'idée, c'est vraiment qu'on fait des paniers bio hebdomadaires comme une grosse partie de notre entreprise. Alors, des paniers de légumes diversifiés à chaque semaine. Alors, on voulait offrir ces paniers à des gens à plus faible revenu à un prix réduit. Mais pour vraiment augmenter le volume qu'on offrait, il nous prend un financement et c'est là que vraiment l'AgroLab a pu nous aider. Ça a aussi offert un certain soutien technique et d'autres liens dans la communauté qui nous soutenaient dans le projet. C'est vraiment important pour nous de travailler avec les autres acteurs du chaîne alimentaire et du chaîne communautaire, mais c'est de trouver tous les autres membres du chaîne pour vraiment offrir un service puis un programme qui répond aux besoins de la clientèle. Avec Agricola, on a 2 liens privilégiés. Le premier, c'est les paniers solidaires. On effectue la distribution des paniers solidaires et on cuisine aussi avec les participants, avec les aliments du panier solidaire. Et le deuxième lien, c'est à travers notre escouade anti-gaspillage. Donc, à chaque semaine, on va chez Agricola récolter les surplus pour éviter le gaspillage et on les transforme, ces surplus-là. Avec l'AgroLab, l'Alliance alimentaire Papineau siège sur le comité directeur. Le projet AgroLab, c'est sûr, contribue parce que ça fait un endroit où les gens peuvent se rassembler, peuvent développer des projets ensemble. Donc, au lieu de travailler des projets en silo, les gens se mettent ensemble pour développer des projets, prendre soin de notre environnement aussi. Donc, je vois que ça évolue vraiment vers le bon côté. Des démarches collectives, il y en a partout à travers le Québec. On peut penser aux pôles ou hubs alimentaires, aux coupons qui donnent accès à des fruits et légumes locaux, à toutes les initiatives qui permettent de connecter les agriculteurs avec les citoyens mangeurs. Tout ce qui permet de nous rapprocher de notre alimentation. Ça prend des gens qui travaillent ensemble, de la volonté de faire des beaux projets ensemble. Je suis très confiante, en fait, pour le développement de l'agroalimentaire dans notre région parce qu'il y a beaucoup d'acteurs engagés. Puis le fait de mettre en lien tous ces gens-là, ça me fait vraiment voir très positivement l'avenir. Notre vision, c'est d'emmener l'agriculture encore plus loin. À travailler en synergie, c'est sûr qu'on fait avancer les choses beaucoup plus rapidement que seul. Ce lien-là qu'on a par l'alimentation, ben ça va nous amener à prendre plus soin de notre territoire aussi et plus soin des gens qui l'habitent. Excellent. Il y a le lien de la vidéo que j'ai mis dans le chat, sûr que après ça gelait, mais vous allez pouvoir visionner ça. Andriane? Oui, et si jamais il y en a qui ont eu de la misère à le voir, c'est disponible sur le site de Vivre en Ville et sur YouTube et un peu partout. Donc, je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes qui m'ont écrit directement. Donc, voilà, c'est disponible. Ben voilà, c'était une petite introduction à ce qu'est l'AgroLab, mais on va vraiment rentrer plus dans le détail. Je sais qu'il y en a plusieurs par vous qui sont étudiants ou étudiantes à la maîtrise en sécurité alimentaire. Donc, je pense qu'il y a peut-être des informations qui vont vous intéresser là-dessus. Je vais commencer ma présentation. Est-ce que je vais la mettre dans notre présentation, ce ne sera pas long. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. Parfait. Vous allez pouvoir avoir accès à la présentation ensuite. Il y a mon courriel dedans, donc si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, ça me fera plaisir. Alors, premièrement, je vais vous parler de qu'est-ce que l'AgroLab. Ensuite,
je vais vous parler du rôle des instances municipales en lien avec la sécurité alimentaire. C'est peut-être pas un lien qu'on fait très souvent. On a plus tendance à penser aux OBNL, aux ONG ou à la santé publique, mais les instances municipales ont un rôle à jouer au niveau de la sécurité alimentaire. Puis ensuite, je vais vous parler spécifiquement en lien avec l'AgroLab, des enjeux que nous, on vit, des réalisations qui ont été faites et des prochaines étapes qui s'en viennent. Pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec le territoire, l'AgroLab Petite Nation, c'est en Petite Nation. La Petite Nation couvre le territoire de la MRC de Papineau, qui est une MRC en Outaouais. On est la partie sud-est de l'Outaouais, donc vraiment entre Montréal, Ottawa-Gatineau et Mont-Tremblant. C'est très rural, mais on est entre trois grands pôles urbains. Brièvement, on a une population de 24 000 habitants répartis sur 3 320 km², donc une très, très faible densité de population. Beaucoup de municipalités, beaucoup de zones agricoles. Et il y a beaucoup de lieux sans commerce de détail ou seulement un dépanneur. Il n'y a pas de transport en commun. Donc, c'est quand même une zone rurale qui vit différents enjeux au niveau de l'accès aux aliments. L'AgroLab Petite Nation, son objectif, c'est de mettre en place un laboratoire vivant visant à développer un système alimentaire durable dans la MRC de Papineau d'ici 2025, visant à résoudre ou améliorer les enjeux identifiés, notamment lors du Forum sur l'agriculture et l'alimentation de 2020. J'explique ici, d'ici 2025, ce qu'on met en place, c'est le laboratoire vivant. On n'est pas assez utopiste pour croire que notre système va être parfaitement durable d'ici 2025, mais on met en place la démarche. D'ici là, pourquoi 2025? C'est une question de financement. On a du financement jusque-là. Et il y a eu un forum qui a eu lieu en 2020 où on avait identifié différents enjeux, notamment au niveau de l'accès local aux aliments locaux, au niveau du respect de l'environnement agricole, au niveau des besoins de mutualiser plusieurs services, plusieurs ressources pour les productrices, producteurs agricoles, puis au niveau de développer l'économie circulaire. Donc, c'est beaucoup sur ces enjeux-là qu'on se penche avec l'AgroLab. C'est quoi un laboratoire vivant? Un laboratoire vivant, des fois, on pense à une bâtisse, à quelque chose qui est physique, mais en fait, c'est une démarche, un laboratoire vivant. C'est des boucles où on expérimente quelque chose, on le documente, on reçoit de la rétroaction, on s'évalue, on ajuste et on continue. Donc, dans le fond, c'est une démarche d'expérimentation dans la vraie vie. Ça vise à développer des solutions innovantes à des problèmes qui sont complexes. Donc, des problèmes pour lesquels il n'y a pas une solution qui est facile, évidente. Alors, cette démarche-là permet d'essayer des choses, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas, d'apprendre et de s'améliorer constamment. Ça implique nécessairement qu'il y ait plusieurs types d'acteurs. Donc, dans notre cas, il y a les productrices, producteurs agricoles, il y a les citoyens, citoyennes, mangeurs et mangeuses, il y a des acteurs ministériels comme le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, il y a des distributeurs alimentaires, il y a des écoles, il y a des nutritionnistes. Donc, il y a des élus, vraiment toutes sortes d'acteurs. Et c'est dans un contexte de vie réel. Là, je passe juste quelques définitions pour être sûr qu'on parle tous et toutes de la même chose. Quand on parle de système durable, on parle pas juste de durabilité écologique, on parle aussi de durabilité sociale, donc s'assurer que tout le monde a accès à des aliments sains, locaux, de durabilité économique aussi, parce que c'est sûr que si nos entreprises agroalimentaires ne peuvent pas survivre dans ce système-là, à un moment donné, on a de la misère à avoir accès à des aliments. Donc, toutes ces sphères-là doivent être prises en compte à toutes les étapes de la chaîne. Et quand on parle de système alimentaire qui est durable, on parle de toute la chaîne, justement. Donc, on part de la production agroalimentaire en passant par la transformation,
la distribution, la consommation, la valorisation des déchets, des surplus. Et il faut que ça fasse un cycle. Donc, on vise le plus possible à avoir un cycle complet plutôt que d'avoir une production alimentaire où on produit à un bout de la chaîne, on jette à l'autre bout de la chaîne et qu'il n'y a pas nécessairement de connectivité envers tout ça. L'AgroLab, concrètement, qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment deux aspects à l'AgroLab. Il y a premièrement la démarche de l'AgroLab. Donc, la démarche, c'est une démarche de co-création, d'élaboration de projets qui implique vraiment des rencontres entre plusieurs acteurs de la chaîne agroalimentaire pour développer des projets ensemble. Il y a des rencontres annuelles entre tous les acteurs de la chaîne. D'ailleurs, notre rencontre annuelle, c'est demain. On a une centaine de personnes qui vont se réunir demain à la coopérative Place du Marché de Ripon, en Petite Nation, pour discuter de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme vision. Mais ça implique aussi des rencontres régulières entre les porteurs et porteuses de projets pour que ces personnes-là développent leurs projets, pas de façon individuelle, mais vraiment en synergie pour que chaque projet, plutôt que d'être dans une vision de compétition, soit dans une vision de coopération. Parce que c'est ça un système, c'est des liens, c'est des interdépendances, c'est des échanges. Et la démarche de l'AgroLab, ça implique une documentation du processus parce que notre objectif vraiment, c'est qu'on puisse partager ce que nous, on apprend en Petite Nation pour que si une autre MRC, un autre territoire disait « Ah, mais nous, on aimerait ça avoir un AgroLab chez nous », bien, on veut se démarquer, on veut être super bon, mais on aimerait ça que tout le monde soit super bon aussi. Donc, ce que nous, on apprend, si on fait des erreurs, si on fait des bons coups, on aimerait ça en faire profiter les autres territoires aussi. Donc, ça fait vraiment partie de la démarche. L'autre aspect de l'AgroLab, c'est qu'on a un fonds qui s'appelle l'AgroLab en action, qui est un fonds pour l'instant de 800 000 $ pour financer des initiatives innovantes qui sont étudiées, documentées. Le but de ce fonds-là, ces fonds-là ne sont pas associés à des résultats, mais à des démarches. Ce que ça veut dire, c'est que on veut permettre l'innovation, essayer des nouvelles choses. C'est vrai que ça peut coûter de l'argent, puis c'est vrai que des fois, on ne sait pas ce qui va en ressortir au bout. C'est sûr qu'on essaie de choisir des projets qui vraiment ont un impact maximal, mais le plus important, c'est d'apprendre. Donc, si les résultats, si jamais ils ne sont pas à la hauteur des attentes, au moins on aura appris quelque chose. Parce qu'on le sait, innover, c'est difficile. Ce n'est pas quelque chose qui est garanti parce que si on fait des choses garanties, ben on n'apprend rien, puis on fait toujours la même chose. Puis on le voit là, dans le domaine du développement des systèmes agroalimentaires durables, il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire. Ces systèmes-là ne sont pas parfaits. Pour les améliorer, il faut essayer de faire différemment. Pourquoi les instances municipales devraient s'impliquer en sécurité alimentaire? Pour ceux et celles qui ne seraient pas dans la maîtrise en sécurité alimentaire ou ceux et celles qui le sont et qui auraient besoin d'un rafraîchissement, il y a plusieurs piliers à la sécurité alimentaire, 4 ou 6, selon... il y a comme quelqu'un qui apparaît sur mon écran. Donc, on parle de disponibilité des aliments, d'accessibilité, d'utilisation, de stabilité, donc de durabilité du système dans le temps, la régénération des systèmes et d'agencité. Quand on parle de stabilité, de durabilité, les instances municipales ont un rôle à jouer dans la durabilité, entre autres parce qu'elles peuvent travailler à améliorer la durabilité des systèmes locaux. Elles peuvent innover auprès des communautés. Elles peuvent mobiliser la population. Elles peuvent réunir les acteurs
Donc, les instances municipales, puis quand je dis instances municipales, je parle autant de municipalités que de MRC. Selon les échelles, ça va être une instance ou l'autre, mais je vais tout regrouper ça sous instance municipale. Elles ont la capacité de mobiliser de cette façon-là. Donc, elles ont un rôle très important à jouer. Entre autres, elles peuvent adopter des documents d'orientation comme les PDZA, les plans de développement des communautés nourricières aussi. Ce sont les MRC et les municipalités qui ont le pouvoir d'adopter ces documents-là, de dire voici notre vision. Et c'est super important, ces visions-là, parce que c'est ce qui permet ensuite de s'engager à plus long terme. Ensuite, elles ont un rôle au niveau du développement économique. Donc, elles peuvent choisir quel type d'entreprise, quelle vision elles se donnent aussi au niveau de leur développement économique. Donc, les MRC, les municipalités ont un rôle super important à jouer à ce niveau-là. Elles ont aussi une plus grande proximité citoyenne. Des fois, on pense au gouvernement puis on pense à des grosses machines, mais quand on parle de municipalités rurales, de MRC, c'est des institutions, c'est facile pour les citoyens et citoyennes d'avoir accès. C'est facile de comprendre les besoins d'une population à cette échelle-là. Et c'est aussi des institutions qui ont une certaine pérennité et une récurrence du financement. Donc, si on pense, contrairement, disons, aux OBNL, pour qui c'est beaucoup plus difficile souvent d'aller chercher de l'argent, il y a constamment un renouvellement des ressources financières, des ressources humaines, c'est plus difficile, alors que les instances municipales ont quand même une plus grande, pas parfaite, mais une plus grande pérennité. Donc, ça fait que certaines démarches peuvent être portées plus facilement dans le temps par les instances municipales. Mais c'est pas parfait, il faut de la volonté politique. Les conseils changent aux 4 ans, donc parfois il faut recommencer une bonne partie du travail, pas toujours. Et c'est pas toujours des organisations qui sont agiles. Les délais peuvent être longs. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'on a une volonté politique, une fois qu'on a des engagements, c'est plus facile d'avancer, mais ce n'est pas des organisations qui sont nécessairement parfaites pour porter tous les types de démarches non plus. Je ne tomberai pas trop là-dedans. FRR volet 3, c'est le fonds qui finance l'AgroLab Petite Nation. C'est un fonds qui vient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au Québec qui vise à financer un projet novateur ou un ensemble de projets ayant un fil conducteur. La MRC de Papineau a décidé que ce dans quoi elle voulait se distinguer, c'était dans l'établissement d'un système agroalimentaire durable. Donc, c'est un choix qui a été fait et ce n'est pas toutes les MRC qui ont fait le même choix. Il y a des MRC qui ont choisi d'investir dans plein d'autres trucs, en tourisme, en innovation technologique. Donc, nous, c'est un choix qu'on a fait localement, mais ça ne veut pas dire que toutes les MRC ont ce type d'argent-là disponible pour ce type de projet-là. Localement, qu'est-ce qu'on vit? Quand on parle de la MRC de Papineau, pas spécifiquement, dans le fond, partout, ça se vit. On voit une hausse du prix du carburant, une hausse du prix des aliments, les changements climatiques, une incertitude face à la disponibilité des aliments importés. On l'a vu beaucoup avec la pandémie, mais je crois que c'est quelque chose qu'on doit garder en tête constamment. Un manque de littératie alimentaire au sujet des aliments locaux. La saisonnalité est un enjeu au Québec. Donc ça, c'est tous des enjeux que nous, on a pris en compte quand on a décidé de mettre en place l'AgroLab Petite Nation et qu'on prend en compte pour voir les impacts des projets qui sont mis en œuvre. De dire, ben, est-ce que, évidemment, ce n'est pas chaque projet qui adresse chacun de ces enjeux-là, mais est-ce que ça, c'est pris en compte? Est-ce que c'est considéré quand on établit des projets? Spécifiquement, on a des déserts des marais alimentaires.
On a beaucoup de déplacements qui sont très importants, autant pour les productrices, producteurs que pour les consommatrices, consommateurs. Donc, avec la hausse du prix de l'essence, c'est vraiment un enjeu. On a beaucoup d'enjeux de transformation locale, notamment au sujet de la viande. On a des gros problèmes d'accès aux abattoirs. Dans notre cas, ça fait une grosse différence parce qu'on a beaucoup d'élevage. Donc, si on n'a pas accès aux abattoirs, c'est difficile d'avoir accès à de la viande locale. Le revenu moyen est très faible dans la MRC. On a plusieurs productrices, producteurs qui vont faire des livraisons sur les mêmes routes, donc qui perdent du temps, de l'énergie. Donc, il y a un manque de cohésion entre les différentes initiatives et il n'y a pas de transport en commun. Donc, la démarche que nous, on a mis en place. L'AgroLab, on a commencé à élaborer le projet en 2020. À partir de août 2022, on a lancé publiquement l'AgroLab. On a commencé à informer les gens pour qu'ils puissent penser à des projets qui seraient cohérents, qui seraient porteurs pour la région. Ensuite, en février 2023, on a invité toutes les personnes intéressées à venir présenter leur projet et à les co-créer. Donc, plutôt que d'inviter chaque personne à développer son projet chacun de son côté, on a invité tout le monde en disant, venez présenter vos projets, venez recevoir tout de suite la rétroaction du milieu pour savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui manque à votre projet, qu'est-ce qui pourrait le bonifier. Et on a fait plusieurs démarches de co-création comme ça en février et mars 2023. En avril 2023, on a 4 premiers projets qui nous ont été déposés. Et moi, j'évalue des projets. Dans la vie, je fais ça beaucoup. C'était la première fois que je voyais ça. Tous les projets déposés ont tous été acceptés tels que proposés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été montés de façon cohérente avec le milieu, parce que personne ne s'était isolé tout seul dans son coin pour monter un projet. Donc, l'accompagnement qui a été fourni aux porteurs de projets a fait une grosse différence dans la qualité des projets. Donc, depuis juin 2023, les premiers projets sont démarrés. On les documente, on offre des séances de co-développement aux porteurs et porteuses de projets régulièrement. On a un 5e projet qui nous a été déposé à la fin de l'année dernière. Donc, on a présentement 5 projets. Et en février, à chaque année, on fait une journée de mobilisation collective pour vraiment permettre aux porteurs et porteuses de projets de recevoir la rétroaction du milieu élargi et aussi pour se questionner en tant que tous les acteurs du système agroalimentaire sur comment on va plus loin, comment on pérennise la démarche. Donc, on a 5 projets financés actuellement pour un total de 721 823 $. Donc, je vous avais dit qu'il y avait un 800 000 $ disponible. Pour l'instant, on est pas mal proche de ça. Nos 5 projets sont développer des points de chute pour un marché virtuel régional. On a des paniers solidaires, c'est-à-dire des paniers biologiques disponibles à plus faible coût pour les familles à faible revenu. Qui peuvent aussi être livrés à domicile en partenariat avec un organisme communautaire local. On a une plateforme agroforestière qui est en train de se mettre en place, donc un lieu de démarrage et d'accélération d'entreprise pour autant des cultures traditionnelles, qu'on va dire, par exemple maraîchères, mais entre des bandes d'arbres, et aussi des cultures forestières comme des cultures de champignons. On a une monnaie locale qui est en train de se mettre en place, qui commence à être testée justement cette semaine. Et on a un projet sur la vinification durable, qui est un projet vraiment de développer des méthodes de vinification donc de produire du vin, pour des vignes qui sont résistantes aux pesticides, qui sont résistantes aux maladies, donc on utilise moins de pesticides, résistantes au climat. Donc, pour vraiment faire une culture de raisin qui est plus durable. On a eu 6 séances de co-développement avec les porteurs de projets. Donc, on a 5 porteurs, mais on a 24 personnes
qui travaillent activement à chacun de ces, pas à chaque projet, mais en tout. Et on a 100 personnes inscrites à notre journée actuelle, à notre journée annuelle de réflexion. Excusez-moi, après 20 minutes à parler, je pense que je m'enfarge dans mes mots, qui va être demain. Les ingrédients gagnants qu'on a identifiés jusqu'à maintenant. Avoir une organisation porteuse stable, on voit que ça fait une grosse différence. Il y a eu des forums sur l'agriculture et l'alimentation dans la MRC avant. Il y en a eu un premier en 2015 qui était porté par un OBNL. Et après le forum, on a vu que ça a été très difficile. Il y a eu un manque de ressources humaines, de ressources financières. C'était difficile de porter les projets à long terme. Puis c'était pas par manque de volonté du tout, c'était par manque de ressources. Donc, on voit que quand c'est la MRC qui le porte, on a vraiment une stabilité beaucoup plus grande dans le temps. Ensuite, se donner les moyens de nos ambitions, c'est important d'avoir les orientations politiques qui sont nécessaires pour pouvoir agir. Ça fait toute la différence parce qu'une fois qu'il y a des engagements politiques, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les bonnes ressources. S'entourer d'une diversité d'acteurs, notamment ceux qui ont des points de vue, des intérêts divergents. C'est vraiment important d'aller chercher ces personnes-là parce que si on se coupe d'une catégorie d'acteurs, par exemple les producteurs de grandes cultures ou les distributeurs, ben ça va être difficile de les embarquer dans notre démarche. Donc, c'est important de s'entourer, d'aller parler à ces personnes-là, puis d'éviter d'avoir des angles morts parce que des fois, on, on pense qu'on a tout pris en compte, mais c'est quand on regarde plus large qu'on répond mieux aux besoins de la communauté aussi. Donc, encore là, restez ouverts et ouvertes à la critique et aux opinions divergentes. Il va y en avoir, mais c'est important de les prendre en compte. Et mobiliser, mobiliser, mobiliser. Et encore et toujours, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui vont se joindre à ce genre de projet-là. C'est important de les embarquer dans le train et d'avancer avec eux parce que c'est comme ça qu'on va avoir un effet de rayonnement à plus grande échelle. Alors, voilà. Avez-vous des questions, commentaires, idées, autres? Donc, je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, s'il y en a qui ont des longues questions, je l'apprécierais. Ça me permettrait de prendre une gorgée de tisane. Bravo, bravo Andriane. Merci pour cette belle présentation-là. Je vois déjà 2 mains levées, 3. On va aller avec Catherine d'abord. Oui, je m'excuse, Andréane, ma question est vraiment courte. Peux-tu nous en dire plus sur la monnaie locale? Oui, je peux en dire un peu plus. Ça donne bien parce que je suis une des personnes qui testent la monnaie cette semaine. En fait, je vais pouvoir vous référer parce que là, il y a plein de vidéos vraiment cool qui ont été faites là-dessus, mais c'est une monnaie, ça s'appelle une monnaie locale complémentaire. Donc, c'est une monnaie vraiment qui est utilisée 1 pour 1 par rapport au dollar canadien. Qui permet de créer plus de synergie dans tout le milieu. Donc, c'est drôle parce que là, on se dit, ah, système alimentaire, monnaie locale, est-ce que ça a rapport? Oui, oui, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de productrices, producteurs agricoles localement. Entre autres, on est une des MRC qui a énormément de petites fermes. Et l'idée, c'est vraiment que les gens s'engagent envers l'achat local parce que cette monnaie-là ne peut pas être réutilisée ailleurs que dans le système local. À date, il y a 75 entreprises qui embarquent, je pense, dans le milieu, ce qui est vraiment bon. Et c'est ça, l'idée, c'est vraiment que si moi, je vais au dépanneur à côté de chez moi, puis que je paye en monnaie locale, ben, eux sont obligés d'utiliser cette monnaie locale-là pour racheter, par exemple, des œufs à une entreprise locale qui l'accepte et ben, cette entreprise-là peut aller chez le coiffeur pour se faire coiffer avec la monnaie locale, qui va racheter des légumes et ainsi de suite. On va éventuellement en avoir une version papier, mais il y a aussi une application il y en a une version électronique. C'est super intéressant. Parfait. Merci, Olivier.
Merci pour les précisions. Pour la monnaie locale, si vous voulez, dans 25 minutes, il y a une présentation du projet de la Petite Nation par Vincent Ouellette des Trois-Maisons. Je pourrais vous envoyer le lien. Il va y avoir un Zoom aussi qui va être enregistré si jamais ça vous intéressait. Ma question s'adresse plus justement sur les projets qui ont été soutenus. Est-ce que je comprends que les projets soutenus sont des projets soutenus sur la longue durée? Tu sais, il y avait un 800 000 ou quelques, là, puis dans le fond, c'est sur cette durée-là jusqu'en 2025 que vous accompagnez les projets? Oui, ben en fait, là, j'ai comme pas de papier qui le dit, mais ça se peut qu'on puisse les accompagner plus longtemps que ça. On aimerait vraiment, vraiment ça. Mais pour l'instant, on est tributaire du financement qui nous a été accordé qui termine en 2025 en principe. Mais notre idée, en fait, c'est même quand le financement arrête, et c'est un des objectifs de la consultation de demain d'ailleurs, c'est de dire, ben, au-delà de cet argent-là, comment on continue à faire vivre le projet? Parce que ça se peut qu'on ait plus des gros montants d'argent comme on a eu. Puis là, en tout cas, parce qu'il y a de l'argent qui va vers la documentation aussi, vers l'organisation d'événements et tout, en tout. Puis ça se peut qu'on ait plus d'argent pour les projets aussi, là, ça s'en vient. Mais tu sais, c'est un budget de 1,4 million de dollars. Mhm. Super cool, on est très content, mais on le sait que ça se peut qu'on l'ait plus, cet argent-là, après 2025. Mais ce serait bête que le projet tombe. Donc, peut-être qu'on ne pourra plus financer des projets comme ça, sauf que la question reste comment on continue à faire vivre les démarches, à faire vivre tout le côté, au moins, documentation, co-création, co-développement local. Ça ne peut pas tomber, là. Ça ne peut pas. Moi, je ne le Mhm. laisserai pas tomber. Parfait. Merci. Annie, après ce sera Amélie. Annie, ton micro est fermé. Je vais baisser ma main, mais pas ouvrir mon micro. Merci beaucoup, tout d'abord, là, Andréane, pour cette présentation qui était très claire, très bien expliquée et très intéressante, là. Un grand merci. Euh, je voulais aussi en savoir plus sur la monnaie locale, donc merci à Catherine d'avoir posé la question. J'avais aussi une autre petite question qui m'était venue en tête parce qu'en début de présentation, tu as comme nommé tu sais, plusieurs exemples d'acteurs différents qui pouvaient être impliqués dans ces démarches-là, quand même intersectorielles. Puis j'étais curieuse de savoir si dans ta région, est-ce que c'est arrivé à ce jour qu'il y ait une implication aussi de la part d'une instance comme par exemple une direction régionale de santé publique? Parce que tu sais, des fois, dans leur plan d'action, ils ont certains objectifs en lien avec la sécurité alimentaire, mais ça peut dépendre peut-être des régions, là. Puis j'étais curieuse de savoir si ça s'était arrivé là, dans le cadre des démarches, s'il y avait eu une forme d'implication de leur part ou quoi que ce soit. Sur notre comité directeur, on a une nutritionniste du CIS qui est là, justement, de la direction de la santé publique. Puis est-ce que ça peut ressembler à quoi, tu sais, l'interaction ou comment ça se manifeste? Est-ce qu'ils est plus là comme, sont-ils plus là comme en soutien ou est-ce ils ont même, tu sais, des fois, ils ont du financement aussi. Ça ressemble à quoi, pour l'instant, là, le rôle qu'ils ont pu jouer ou l'interaction qu'ils ont pu avoir? Ben, notre comité directeur, c'est celui qui donne vraiment toutes les orientations pour l'AgroLab. Donc, Hmm. le fait que cette personne-là est là, ben, elle ramène justement régulièrement le côté sécurité alimentaire, les déterminants sociaux de la santé, de dire, hey, ça, il ne faut pas oublier de le prendre en compte dans notre formulaire d'évaluation quand les projets vont être pris, vont être développés et évalués. Et elle est, pas juste elle, il y a plusieurs personnes de la santé publique aussi qui viennent dans nos événements. Donc, quand on prend tout le côté rétroaction sur les projets, ben, je sais, là, demain, je pense, je dois avoir comme 7 ou 8 personnes de la santé publique qui vont être là, qui vont donner de la rétroaction sur les projets, qui vont s'assurer qu'on n'a pas d'angle mort de ce côté-là. On n'a pas de financement de ce côté-là pour l'instant. Euh, je, je pense qu'il y en a, qui ont autre chose à gérer, puis nous, on a la chance d'avoir un fonds intéressant pour une fois. Donc, des fois, c'est plus facile de demander du soutien plutôt que de l'argent. Merci beaucoup, c'est très éclairant, je te remercie. Merci, Amélie.
Bonjour Andréane, merci. C'est toujours un plaisir de t'entendre. C'est toujours intéressant, comme Annie disait, très clair. Écoute, Andréane, pour ceux et celles là, qui nous écoutent, qui nous écoutent, qui t'écoutent, mais je m'inclus là, dont la MRC n'est pas du tout, se penche pas du tout sur les enjeux de sécurité alimentaire ou de système alimentaire durable, là, c'est le cas de ma MRC. Est-ce que toi, tu aurais comme des arguments ou qu'est-ce qui a fait, ça a été quoi la bougie d'allumage qui a fait que ta MRC a vraiment embrassé cet enjeu-là? Puis j'ai comme une autre question aussi, point B. Est-ce que vous pensez que vous allez percoler ou en tout cas continuer ça dans d'autres MRC là, de votre région? OK, c'est des belles questions. Bougie d'allumage. Ben, c'est sûr que nous, le fait d'avoir tenu le forum en 2020, ça a vraiment aidé parce qu'on a pu démontrer, quand le fonds est arrivé, le FRA 3, c'était facile pour moi de faire. Moi, j'ai 100 personnes qui sont mobilisées là, 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 là. On a toutes ces personnes-là qui veulent déjà qu'il se passe quelque chose. Voici ce qui se passe, voici où est-ce qu'on en est. C'est très facile à vendre. Après ça, la bougie d'allumage, pour vrai, je ne suis pas sûre que les élus comprenaient exactement ce que je leur proposais quand ça a commencé. Euh, Parce que récemment, il y a des gens qui m'ont dit: Ah, wow, c'est super intéressant. Je ne comprenais pas vraiment ce dont tu nous parlais jusqu'à maintenant, mais là, je comprends. C'est bien. Donc, je pense que j'étais très convaincue, franchement. Mais j'ai comme pas. Ça reste encore assez mystérieux comment tout ceci a levé, à part le fait qu'on avait une communauté hyper mobilisée. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a des arguments pour d'autres MRC qui n'embarquent pas? Ben, j'aimerais ça, euh, trouver quelqu'un dans votre MRC qui est un peu motivé, là, un employé, puis dites-leur de m'appeler. On va se parler parce que c'est vraiment important. Mais au niveau de la région, ben, en Outaouais, on a un forum sur les systèmes agroalimentaires durables qui va avoir lieu jeudi prochain. Puis, on voit que ce qui se passe dans Papineau est en train justement de rayonner au niveau du reste de l'Outaouais, de se rendre un peu plus loin. Alors, oui, je pense que ça commence à avoir un certain rayonnement. Puis, si jamais il y en a ici, je ne sais pas, qui travaillent pour des MRC ou des territoires puis qui ont un intérêt, moi, j'ai une idée de mettre en place une communauté de pratique de gens qui travaillent sur ce type de projet parce que je sais qu'il y en a d'autres à travers le Québec et on travaille chacun et chacune de notre bord. Alors, s'il y en a qui ont de l'intérêt, appelez-moi. Parfait. Merci à Andréane pour cette générosité-là. Euh, je sais qu'il y a des gens de la première cohorte. Je vois Charlotte. Je ne sais pas, Charlotte, si tu veux quelque chose. Il y a des enseignants aussi. Je vois Ousmane, Jean Bouma, Daolo aussi. N'hésitez pas. Des réactions? Oui, ben moi, j'avais pas de questions, là. Les autres ont posé les questions un peu que j'avais en tête. C'est super intéressant. C'est vraiment le fun de voir une belle démarche comme ça. Puis moi, justement, quand j'étais à la maîtrise, j'ai fait mon projet d'intervention. C'était sur le rôle des municipalités, le rôle qu'avaient les municipalités, dans le fond, pour la mise en place de systèmes alimentaires durables. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant que, tu sais, au sein de la MRC de Papineau, il y a de l'action comme ça. Mais en effet, c'est clair que moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué que c'est, tu sais, quand on dit qu'on travaille avec des municipalités, ben, veux pas, les municipalités, c'est composé d'humains, puis ça te prend des humains qui sont motivés, là. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, de là est l'importance de commencer à formuler des plaidoyers de plus en plus forts qui vont prendre de plus en plus d'espace pour que les acteurs, tu sais, les décideurs aient ces enjeux-là en tête, puis soient capables d'être sensible puis de comprendre, parce que c'est clair que c'est vraiment pas tout le monde qui comprend c'est quoi l'importance d'agir sur les systèmes alimentaires durables. Fait que bravo, puis j'espère, moi je vais rester à l'écoute de ça, j'espère vraiment que l'initiative dans ta MRC, ça va prendre de plus en plus d'ampleur, puis communauté de pratique, ce serait vraiment, vraiment intéressant. Fait que je vais surveiller tout ça. Merci, Charlotte. C'est pas Ousmane, Jean Bouma, sinon les gens de la
cohorte actuelle. Je vois plusieurs qui sont connectés aussi. Bien, Elsa, Valérie, Francine, on a encore 15 bonnes minutes devant nous là. Pas de réaction? Allô? Oui. Oui, Jean. Oui, Élie, vous m'entendez? Ah oui, ok. Oui, très bien. On Ouais. m'entend. Merci beaucoup. Je pense que je ne venais pas comme spectateur, mais quand même, il y a un certain nombre d'éléments que les deux présentatrices ont montré dans leur contexte, enfin, dans votre contexte là-bas, et qui nous... Je parle pas comme pour dire, je résume les points de vue des autres, hein, mais je parle pour moi, mais en me basant sur notre contexte ici, euh, qu'il s'agisse de MRC. J'imagine MRC, c'est quoi encore? Rapidement, C'est Andréane. ouais, c'est une C'est en municipalité fait une association de régionale communes? c'est une municipalité régionale de comté. Donc, en fait, c'est un regroupement de municipalités au Québec. Il y en a que c'est quelques municipalités, ça peut être 2 ou 3 municipalités. Dans notre cas, c'est 25 municipalités. Ok, merci beaucoup. Ben, le fait que les MRC s'impliquent dans ces problèmes d'insécurité ou enfin, qui deviennent la solution de la sécurité alimentaire est très motivant pour nous, dans le sens où je parle du Congo, à Kinshasa où nous sommes, avec toutes les questions d'insécurité alimentaire qui se posent et l'implication de ces pouvoirs publics, même au niveau local, reste très, très, très limite. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que vos présentations nous ont plus, dans notre contexte ici, ont mis un peu plus d'eau à la bouche plutôt que de comment dirais-je, de réagir par rapport à la présentation elle-même, mais comment ça peut aussi nous stimuler. Et je pense pas que c'est un travail d'une seule personne, et vous l'avez montré très bien. Et donc, bravo et merci pour l'exemple que vous nous donnez ce soir. Moi, ce soir chez nous, c'est midi chez vous. Et voilà, ça va devenir pour nous aussi un lieu de réflexion et d'échange entre nous. Donc là, dans l'assemblée virtuelle, il y a nos étudiants qui font un peu il y a ceux qui sont engagés dans la zootechnie, donc tout ce qui est un peu sciences animales. Nous avons donc tout ce qui est un peu insécurité alimentaire côté protéines animales. Nous avons ceux qui font la transformation alimentaire, un peu STA et agroalimentaire. Et nous avons d'autres qui font l'agribusiness, donc tout ce qui est un peu lié comment transformer en fait l'agriculture, qu'elle devienne réellement une affaire. Et je pense que des éléments comme ça qui montrent des solutions concrètes à des problèmes concrets est très stimulant pour nous. Merci beaucoup. Merci, Jean. Merci beaucoup, Jean. Jean est doyen de la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires de l'Université Loyola du Congo, en RDC. Merci pour tous ces éléments-là. Idrissou, je vois une main levée, Idrissou. Idrissou, vas-y. Le micro est fermé. C'est pas une vraie main levée? Allô? Oui, tu reçois. Mais le micro est fermé à nouveau. Allô? Oui. Désolé, j'avais un problème de connexion. Oui, je vous remercie pour les différentes présentations. Elles étaient très enrichissantes. Mais moi, ma question ne s'oriente pas vers les présentations. En fait, j'aimerais savoir si les inscriptions sont ouvertes encore pour la maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire pour l'automne 2024.
Bonsoir. Oui, merci. On profite faire du recrutement, c'est ça? Mais c'est ça, on reçoit toujours les candidatures. Je pourrais vous mettre un lien actuellement là. OK, parce que l'université Laval demandait à ce que les dernières candidatures se fassent avant le 1er mars. Mais là, pour la maîtrise sur mesure, il faut déjà recevoir la lettre qui va servir à monter le dossier de candidature. Mais il y a eu plusieurs candidatures où il n'y a pas encore eu de réponse, en fait. Ils n'ont pas reçu les lettres. Ouais. C'est en cours. Okay? On travaille dessus actuellement. On a reçu plusieurs candidatures. La gestion des études est en train de faire un pré-traitement de tout ça. Après, le comité va siéger pour délibérer. OK? Sur ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, j'espère qu'ils vont délibérer avant le 1er pour que les étudiants concernés puissent déposer leur candidature. Dans notre cas, on part jusqu'au 15 avril. OK? OK. D'accord. Donc, on est vraiment dans le délai. Merci. D'accord. Je vous en prie. Autre question en lien avec la présentation? Eman, oui. Je vois deux mails levés, un petit peu. Mais ce n'était pas une vraie main. Eman, oui. Le micro. Merci beaucoup pour la brillante présentation. Je suis d'abord très flatté par rapport à la question dont nous sommes en train de débattre, mais j'avais deux questions. Je suis étudiant à l'université Loyola, en République démocratique du Congo, à la ville de Kinshasa, et puis je suis en Master 1 en réseau technique. Le problème, d'abord, c'est qu'il y a un problème d'incompatibilité alimentaire. Je qualifie ça un problème d'incompatibilité alimentaire parce que nous remarquons par rapport à notre lieu, il y a certains projets qui viennent, mais parfois la vision de ces projets ne cadre pas avec la réalité locale de certains coins. Je prends le contexte de notre pays. Alors, je ne sais pas par rapport à cette conférence et les sujets de débat, ça se limite seulement, les préoccupations ici que nous sommes en train de se limite seulement pour bien, c'est pour élargir un peu dans d'autres coins du monde. Parce que cette question-là, c'est tout beaucoup plus, je dirais, dans les coins du tiers-monde. C'est vraiment une grande problématique. Alors, si parfois nous parlons que c'est vrai que c'est l'université Laval qui est l'auteur de cette initiative, mais est-ce qu'on ne pouvait pas vulgariser ça partout pour permettre à ce qu'il y ait quand même des solutions qui peuvent répondre à cette problématique. Pour finir, je propose que si on admet que ça soit vulgarisé un peu par tout le monde, qu'il y ait quand même une étude. L'étude là, ça peut être dans les zones de risque, qu'on puisse identifier d'abord les besoins alimentaires locaux et qu'on puisse adopter les systèmes pour favoriser d'abord, je dirais pour favoriser à ce que les ressources locales puissent contribuer à la sécurité alimentaire. Parce que aussi, dans certaines circonstances, nous remarquons que beaucoup plus les populations bénéficiaires sont dépendantes
Et cette dépendance-là crée de plus en plus la sécurité, pendant qu'il y a possibilité de renforcer leurs ressources locales pour cette lutte de l'insécurité. Voilà, merci un peu, c'est ma préoccupation. Merci, merci Eman, j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un du chantier qui peut rapidement nous dire ce qu'on met en avant? Parce que je peux te répondre, Eman, oui, c'est une initiative qui est... Là, tu parles vraiment de façon générale là, du programme de maîtrise ou du chantier en sécurité alimentaire. L'esprit, justement, oui, on prend des profils on prend des gens qui viennent de plusieurs profils, de plusieurs aussi horizons. On collabore avec le milieu, des partenaires du milieu. Et généralement, justement, les projets, mettons, la présentation qu'on a aujourd'hui, c'est porté par quelqu'un qui est au niveau de sa région, en fait, dans sa région. Et puis, l'idée, c'est ça aussi. L'idée, c'est d'amener les gens, alors qu'ils connaissent les réalités, de pouvoir s'impliquer. Mais on l'a dit, ça prend une synergie, on n'est pas en compétition, on est très complémentaires. Donc, de pouvoir contribuer à ces enjeux-là, mais de façon vraiment collectivement, en fait. Donc, oui, on parle aujourd'hui de la MRC de Papineau au niveau de l'Outaouais, au Québec, au Canada. Mais il y a aussi effectivement d'autres initiatives dans d'autres coins du monde où c'est aussi porté par des gens qui sont originaires de ces zones-là. Parce que ce sont ces gens-là qui connaissent vraiment les réalités et autres. On est vraiment dans cette logique-là où c'est pas déconnecté là. On collabore vraiment avec les gens qui sont originaires des zones et puis, mais vraiment en synergie au fait. Donc, on trouve vraiment innovant, intéressant. On a eu plusieurs occasions de présenter cette initiative du chantier d'avenir en sécurité alimentaire qui va venir finalement créer des ponts tant au niveau peut-être des organisations, au niveau même des pays aussi. Donc, on n'est vraiment pas en train de vouloir dire qu'on va aller peut-être, mais c'est ça, l'idée, c'est de pouvoir s'inspirer les uns des autres, fondamentalement, pouvoir s'inspirer les uns des autres, parce que dans la présentation aujourd'hui, on a vu, l'idée, c'est de pouvoir s'assurer que les angles morts, on puisse pouvoir vraiment aller les chercher en collaborant avec les autres. Donc, on ne peut pas, mettons, étant au Québec, ici, vouloir venir à RDC, je prends un exemple très simple, vouloir faire des choses qu'on a vu peut-être marcher ici, mais sans vous associer, sans vous impliquer. On met beaucoup de l'accent sur la participation, en fait, l'approche participative, la collaboration. Donc, c'est vraiment l'idée un peu de façon générale du chantier, mais de l'initiative qu'on voit ici, où ça a été vraiment fait de façon en co-construction, en co-développement, et puis cette façon de faire, d'appeler des porteurs de projets, de venir présenter, de mettre les gens ensemble, de pouvoir travailler ensemble, c'est vraiment innovant. Parce que de ce qu'on voit dans d'autres contextes, les gens sont en compétition, les gens ne se parlent pas, mais je trouve qu'on doit pouvoir vraiment s'inspirer de ça, mais ce n'est pas vraiment pour aller répliquer ou coller ce qui a été vraiment, mais de pouvoir s'inspirer. Je pense que c'est ça un peu le point des gens aussi. Charlotte, je vois que tu as levé la main. Oui, il y a une question qui m'est venue, là, je réfléchissais à tout ça, puis Andréane, je me demandais, c'est quoi tu sais, je vois que vous avez fait le vidéo qui a été présenté au début de ta présentation, puis tu sais, il y a des webinaires là, comme ça que vous présentez. C'est quoi l'importance que vous accordez au rayonnement de votre démarche à travers tu sais, votre région, à travers peut-être éventuellement le Québec? Est-ce que vous mettez beaucoup de ressources là-dessus? Puis dans votre perspective à vous, est-ce que vous considérez que c'est important de le faire? Est-ce que vous êtes rendu là? Merci pour la question. Est-ce qu'on a mis beaucoup de ressources jusqu'à maintenant? Non.
Euh, Pourquoi? Parce que c'était difficile à expliquer l'AgroLab jusqu'à il y a pas si longtemps parce que c'était beaucoup de l'intangible. C'était beaucoup, ah ouais, on fait de la co-création, puis ça avait l'air assez ésotérique, là. Donc, là, on a des projets concrets. Là, ça commence à être quelque chose qu'on est capable d'expliquer. Parce que je vais te dire, franchement, même l'AgroLab, ça vient de ma tête, puis il y a 2 ans, je suis pas sûre que j'étais capable de l'expliquer. Là, oui. Là, je pense que je sais de quoi je parle. Donc, oui, ça fait partie de nos préoccupations de rayonner de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'on fait des trucs intéressants ici. Ben, c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je pense de dire, hey, je pense qu'on est rendu à un point où on est capable d'expliquer ce qu'on fait, de, on a des bases de bons coups et aussi de moins bons coups qu'on réalise. Puis là, il y a quelque chose à partager. Donc, oui, tu sais, quand je disais qu'on a un budget plus gros que le budget juste dédié au projet, c'est entre autres pour ça, justement. Euh, donc, dans la prochaine année, ça fait partie des préoccupations de rayonner plus, de faire savoir ce qu'on connaît. C'est un peu un des objectifs aussi de la journée de demain, on commence localement par dire voici ce qu'on a fait dans la dernière année et d'aller de plus en plus loin. Ensuite, ça fait vraiment partie de nos rayonnements, de nos questionnements, puis de nos préoccupations. Et ce vidéo-là, par contre, ben ça, c'est pas nous qui l'avons faite. C'est Vivre en ville qui a réalisé qu'on faisait des trucs intéressants ici, puis qui nous ont dit Hey, on aimerait ça vous prendre comme exemple. Donc, on a dit oui, parce qu'on trouvait ça le fun. Puis, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si beau et moi, de voir ma communauté vue comme ça par un œil extérieur, j'ai trouvé ça extraordinaire, là. Donc, ça fait vraiment partie de nos préoccupations, justement parce qu'on a vu l'impact que juste ce vidéo-là, quand il est sorti, tout d'un coup, on a reçu vraiment beaucoup d'attention, beaucoup de questionnements, puis on le voit que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir aller plus loin, puis peut-être inspirer d'autres régions parce que, comme j'ai dit, oui, on veut être super bon, puis on veut être les meilleurs, mais on aimerait vraiment ça que tout le monde soit bon, là. On aimerait ça que toutes les régions se disent que c'est donc bien important de s'engager à tous les niveaux politiques pour que nos systèmes alimentaires soient sains, durables, équitables, que toute notre population mange. Parfait. Une dernière question de mon côté pour toi, Andréane. Je pense qu'on est aussi rendu à 13h32. Ça ne va pas être long. Donc, pour la suite, on parle de après 2025, on ne sait pas comment ça se passe et autres. Est-ce que dans vos échanges, dans vos réflexions, vous voulez compter ou tourner vers, mettons, des institutions financières dans la région ou en fait le privé? Je pense que tu l'as dit un peu, oui, plus au niveau agroalimentaire et autres. Mais c'est sûr que les institutions financières pourront peut-être être intéressées à collaborer, à appuyer. Peut-être, ben, je sais déjà qu'il y a certains des projets de l'AgroLab qui sont en train d'aller chercher du financement auprès de Desjardins, entre autres. Donc, si jamais nous, on ne peut pas continuer à financer les projets comme tels, c'est sûr qu'aller vers le privé ou le privé et autres, on est en train de regarder un peu toutes les avenues possibles pour pérenniser au moins les projets. Je pense que la démarche va pouvoir continuer à être portée par la MRC parce qu'on le voit à quel point c'est important. Ça ne peut pas tomber. Mais le financement des projets, c'est sûr que le privé ou le parapublic ou tu sais, d'autres fonds publics, ça fait partie des avenues. On le voit aussi de plus en plus au niveau gouvernemental. euh, on est in là, avec les systèmes agroalimentaires durables, avec la sécurité alimentaire. C'est une préoccupation qui est de plus en plus sur toutes les lèvres. Donc, je pense qu'on est là au bon moment.
Et on va avoir la chance d'avoir déjà certaines données pour dire, regardez ce que nous on fait, ça a du sens, ça marche, ça a des résultats dans notre communauté. Donc, peut-être qu'éventuellement, ça pourrait servir aussi à stimuler la création de d'autres programmes de financement. Ce serait le fun. On aimerait ça. Donc, toutes les options sont sur la table. Excellent, excellent. Encore, merci beaucoup. Merci pour ta belle présentation, d'avoir répondu à toutes les questions. Et merci à tout le monde pour votre participation. On se retrouve le 28 mars prochain. Avec, là, on va aller plus au niveau fédéral. On aura notre invité, va être le directeur adjoint de tout ce qui est comme politique alimentaire au niveau de l'agriculture agroalimentaire Canada. Je vais vous faire parvenir les informations, mais l'idée, c'est de mettre en avant un peu la vision au niveau fédéral de tout ce qui est comme politique agroalimentaire, là où ils sont rendus aussi dans les travaux, tout ce qui est comme gouvernance. Donc, on va avoir un bon temps d'échange. On va beaucoup apprendre aussi. Avec Patrick Véro, on aura, en tout cas, je vous envoie les informations dans ce sens. Merci et puis au plaisir donc de pouvoir se retrouver très prochainement. Bonne fin de journée. Bye. Merci beaucoup. tout le Bye monde. bye. Merci. Bye bye. Excellente soirée. Merci.